C'est à vous la parole, Monsieur Goulet, pour Ouais, la prochaine ouais. heure. Merci encore pour cette présentation et merci pour cette invitation aussi. Évidemment, c'est un contexte particulier. C'est ma première conférence virtuelle. Généralement, j'aime bien faire les conférences debout. Je suis assez actif, mais je veux m'adapter à la situation, évidemment. Normalement, j'utilise aussi des PowerPoint pour illustrer le propos, etc. Là, je me suis limité aujourd'hui, puisque c'est de façon virtuelle, je me suis limité à quelques illustrations qui peuvent être intéressantes, notamment en ce qui concerne la grippe espagnole. Bref, euh, je veux souligner que le travail que je fais au niveau de l'histoire des maladies, plus particulièrement l'histoire des épidémies, ben, dans le fond, c'est lié à des approches multidisciplinaires, en fait, parce que je dois à la fois privilégier euh, une approche historique, aussi une approche sociologique, anthropologique aussi, on va le voir pourquoi, et aussi, je mets mon chapeau aussi l'épidémiologiste pour mieux comprendre les causes des épidémies, leur incidence, etc. Mais dans le fond, le but, je m'étais recherché, notamment en écrivant cet ouvrage sur l'histoire des épidémies, c'est de montrer des modèles explicatifs des maladies infectieuses et aussi les attitudes face à ces maladies-là, de façon à saisir les moyens euh, qui sont mis en œuvre pour s'en protéger, hein. Et ça, c'est un aspect vraiment majeur, si on veut, dans le travail de recherche. Évidemment, on comprend que les modèles explicatifs des épidémies se sont transformés considérablement. Si on pense à l'époque de la Grande Peste de 1347-1349, où les modèles explicatifs étaient largement d'ordre magico-religieux, punition divine, constellation, mauvaise constellation, rencontre de constellations, etc. Bon, il va y avoir une évolution, une rationalisation de la pensée hein, à partir du 17e, particulièrement du 18e siècle, au 19e aussi, et au 20e, forcément. Donc, une transition vers une approche, je dirais au 19e siècle, plutôt empirique quant à la connaissance des causes et des vecteurs des épidémies. Peu à peu, on s'approchait à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, évidemment, à des approches scientifiques, notamment à partir de travaux en laboratoire. Je parlais d'anthropologie. Les anthropologues de la santé savent bien que les interprétations de la maladie, en général, jouent un rôle fondamental dans l'élaboration des attitudes préventives. Et thérapeutiques aussi. À titre d'exemple, si on est convaincu que c'est le mauvais air, en fait, que c'est l'air qui est responsable d'une épidémie, ben, certaines personnes vont décider, en quelque sorte, pour modifier la composition de l'air, d'allumer des feux, ou comme ça va se faire lors de l'épidémie de choléra en 1932 à Québec, ou tirer des salves de canon hein, pour modifier l'air ambiant. Un autre groupe d'individus qui, dans le fond, recherche la cause ou le vecteur d'une épidémie liée à une punition divine, ben, évidemment, va utiliser à la fois les saints guérisseurs, va invoquer les saints guérisseurs, la prière, et le clergé parfois va intervenir en faisant des processions dans la ville, notamment dans la ville de Québec pendant les épidémies. Donc, il y a donc une cohérence, si on veut, entre les interprétations de la maladie et les moyens de s'en protéger. Et c'est la même chose au niveau de la population. Hein. Ça joue à la fois de la part au niveau des élites médicales, mais aussi au niveau de la population. J'ai donc essayé de rechercher, quoique ce n'est pas toujours facile, les sources sont pas très abondantes, mais c'est de trouver, par l'intermédiaire parfois de textes écrits par des médecins et autres intervenants, essayer de trouver les réactions, les attitudes face à ces épidémies. Une chose importante aussi, il faut comprendre, tout au long surtout du 19e siècle, c'est que si on ne s'entend pas sur les causes et les vecteurs de maladie, ben, on ne s'entend pas sur les moyens de s'en protéger. Et c'est particulièrement flagrant au 19e siècle où il y a beaucoup de dissensions chez les médecins, chez les autorités politiques quant aux moyens de se protéger de ces épidémies, ces grandes épidémies qui affectent le Québec,
tout au long du 19e siècle. Moi, je pense évidemment les grandes épidémies de choléra, la terrible épidémie de typhus, auquel je vais revenir tantôt, évidemment, et la variole aussi. Et aussi, en parenthèse, je souligne les maladies endémiques aussi, qui ne sont pas à proprement parler épidémiques, mais endémiques, c'est-à-dire qui sont présentes sur le territoire de façon récurrente, la rougeole, la rubéole, les épidémies, la tuberculose, qui est une maladie endémique, etc. Bon. Une chose intéressante aussi, c'est que ça a marqué le langage aussi à l'occasion. Évidemment, ça a marqué l'imaginaire. Si on pense à la grande épidémie de peste, évidemment, au Moyen-Âge et les autres qui vont suivre, l'expression fuir comme la peste, évidemment, vient de cette maladie-là. Mais non seulement, il y a aussi l'expression utilisée au 19e siècle, particulièrement au Québec, jusqu'au première moitié du 19e siècle, c'est la notion de maladie pestilentielle. À l'époque, la classification des maladies, la classification des symptômes, la connaissance des mécanismes physiopathologiques est mal connue. Donc, on parle de fièvre en général, c'est une nomenclature générale. Et là, on parle de fièvre épidémique, mais plus précisément de fièvre pestilentielle. Un autre exemple du rapport au langage qu'on laissait ces épidémies, on emploie encore aujourd'hui l'expression avoir une peur bleue. Alors, l'expression avoir une peur bleue vient du choléra. Notamment en raison de l'apparence des cadavres colériques, qui avaient une apparence bleutée, puisque le choléra avait provoqué une cyanose et qui créait cette apparence. Et donc, un dernier point, qui est moins une maladie épidémique qu'une maladie endémique, c'est la malaria. Malaria, ça veut dire tout simplement mauvais air, la théorie à risque qui est demeurée dans le langage. Un autre élément qui me paraît important, c'est que les grandes épidémies, autant au Québec qu'ailleurs, sont liées à des contextes sociaux et économiques aussi, mais qui vont varier dans l'histoire. On pense au choléra et au typhus, qui affectent toute l'Europe et qui affectent aussi l'Amérique du Nord, le Québec, le Canada, les États-Unis. Eh bien, c'est lié au commerce maritime, mais aussi à l'immigration. Le choléra et le typhus, évidemment, arrive au Québec par la voie des navires, par des patients qui sont infectés. Un autre élément, c'est la variole et la tuberculose qui sont liés à des contextes particuliers, donc mauvaises conditions d'hygiène, urbanisation, entassement de populations pauvres dans des logements insalubres. Évidemment, ça favorise l'éclosion de ce genre d'épidémie ou de ce genre de maladie endémique. La grippe espagnole aussi, qui est largement liée à la démobilisation suite à la fin de la Première Guerre mondiale. Une autre maladie, c'est-à-dire importante, liée à un contexte de libéralisation, si on veut, des mœurs sexuelles, l'apparition du sida à partir de 1981, au début des années 80, qui est liée à un contexte particulier. Et enfin, évidemment, cette grande pandémie qu'on connaît aujourd'hui, qui est liée à plusieurs facteurs, mais notamment à la délocalisation des entreprises, le tourisme de masse, évidemment le déplacement de population, tout ça, évidemment, joue un rôle, si on veut, dans l'émergence de cette grande pandémie. Alors, parmi les grandes épidémies au 19e siècle, il faut mentionner le choléra. C'est une épidémie qui sévit de façon importante, particulièrement en 1832, qui va réapparaître en 1834 et ensuite en 1849. Malgré des mesures de prévention telles que l'isolement des malades, la quarantaine des navires qui arrivent de Grande-Bretagne en général, malgré ces mesures, la maladie se répand le long de la vallée du Saint-Laurent pour des raisons que je vais expliquer tantôt. Ce sont des épidémies, eu égard à la population de l'époque, sont quand même importantes. Les chiffres sont plus ou moins fiables par rapport au taux de mortalité, le nombre de personnes atteintes, mais quand même, les historiens s'entendent en général pour souligner qu'au moins plus de 10 000 personnes sont décédées de ces épidémies-là. Et pendant celle de 1832, on estime que le taux de personnes décédées, c'est 46 personnes par 1000 habitants, ce qui est quand même un taux assez élevé, avec des pointes plus élevées dans les villes de Québec
et de Montréal. Or, le choléra, c'est une maladie, heureusement, qui n'est pas véhiculée par l'air, comme les virus grippaux, comme on connaît aujourd'hui, mais plutôt par les aliments souillés, par les déjections. En fait, c'est un bacille, ce n'est pas un virus. C'est le bacille on appelle le bacille cholérique, et qui est transmis essentiellement par l'eau et la nourriture. Ce sont donc les mauvaises conditions d'hygiène à bord des navires qui font en sorte que les immigrants attrapent cette maladie-là. Et le problème qui se pose, il y a deux problèmes au niveau de la mise en quarantaine de ces navires durant la première moitié du 19e siècle. C'est d'une part le lobby des commerçants qui voient d'un mauvais œil, si on veut, l'arrêt des navires à Gros-Îles, notamment, qui est une station de quarantaine qui est bien connue, pendant quelques semaines. Alors, on essaie de soudoyer plus ou moins habilement les responsables, de façon à ce que les navires, on débarque les personnes malades et que le navire puisse partir un peu plus rapidement. Le problème qui se pose, on le sait aujourd'hui, on l'ignorait à l'époque, le problème qui se pose simplement, c'est qu'il y avait des porteurs sains, comme aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques, qui demeuraient sur les navires, mais qui quittaient Gros-Îles pour amarrer à Québec et ensuite à Trois-Rivières, puis ensuite à Montréal, et le choléra se répandait dans la vallée du Saint-Laurent. Ces proclamations, ces examens médicaux obligatoires, proclamations de quarantaine, sont accompagnés aussi de mesures de nettoyage, etc., qui étaient plus ou moins efficaces. Mais il en demeure pas moins que ça posait les bases, si on veut, d'une première approche préventive pour prévenir la population contre les maladies épidémiques et les maladies infectieuses. Une autre grande épidémie qui va survenir, c'est l'épidémie de typhus, qui est directement liée à la famine en Irlande, où un nombre très important d'Irlandais quittent le pays et finalement décident d'immigrer vers l'Amérique du Nord avec l'idée de s'établir soit au Québec, soit en Ontario, soit ensuite immigrer aux États-Unis. Il faut savoir que les chiffres sont quand même très importants. On estime plus de 100 000 immigrants qui embarquent sur plus de 400 navires en direction sur l'Atlantique et en direction de l'Amérique. Le port d'entrée étant la Grosse-Île. Le typhus se déclare à bord des navires. Alors, le typhus est véhiculé par le rat. En fait, c'est la puce du rat. En fait, c'est le vecteur. La puce du rat étant le vecteur du typhus. Eh bien, les Irlandais sont entassés dans des conditions sanitaires déplorables, des conditions d'hygiène déplorables, dans les cales des navires, évidemment à proximité des rats. Et donc, le premier vecteur de contamination, c'est la puce du rat. Puis ensuite, ce sont les poux qui, si on veut, par des piqûres aussi, vont transmettre la maladie. On estime, c'est quand même important, on estime plus de 5 000 migrants qui décèdent en mer. Bon, les navires s'arrêtent s'arrêtent à Gros-Îles. Là aussi, on compte plus de 3 000, on évalue en 3 000, 3 500 décès à Gros-Îles. En tout, cette épidémie-là va faire on estime environ autour de 17 000 décès, autour de 17 à 18 des immigrants décèdent de cette maladie. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui est un peu choquant, c'est de constater, et ça a peut-être été un peu négligé, que c'est une véritable crise humanitaire que le Québec, que ces immigrants-là, c'est un peu comme dans les camps. En fait, ils se retrouvent dans des tentes près du pont, l'actuel pont Victoria, dans un lieu isolé. Je le décris bien dans mon ouvrage, je ne vais pas dans les détails, mais en fait, ça ressemble à des camps de réfugiés. Les gens sont malades, ont peu de traitement, ils sont en isolement. Et même le bureau de santé de la ville de Montréal dénonce l'autorisation que donnent les autorités afin que les navires quittent la Grosse-Île pour se rendre à Montréal. Et ils font même état, si on veut, de conditions sanitaires dans les navires liées à la mortalité, etc., du transport des esclaves. Eux-mêmes sont
profondément choqués, si on veut, de cette pénible situation. Vous savez probablement que à l'entrée ou à la sortie du pont Victoria, il y a une stèle qui a été érigée en mémoire de ces Irlandais qui ont été victimes de cette terrible épidémie. Et en fait, ce monument qui a été élevé, ça a été la suite, ça veut, d'une demande des ouvriers qui ont construit, pour la plupart irlandais, qui ont construit le pont Victoria. Et qui, lors des travaux, ont découvert ces charniers. En fait, les cadavres étaient jetés dans une fosse commune. Et en mémoire de leurs compatriotes, ont décidé au début. C'est dire que, dans le fond, ces grandes épidémies marquent aussi l'imaginaire. Une autre grande épidémie qui est une maladie qui, dans le fond, est toujours endémique au Québec, la variole. Je vais passer très rapidement sur, si on veut, ce quasi-génocide, en guillemets, volontaire ou involontaire, là, selon les lieux, selon les interprétations, mais lié à la variole. On sait que les Amérindiens n'avaient aucune défense immunitaire contre la variole, parce que la maladie n'existait pas en Amérique du Nord, en Amérique en général. Et donc, en absence de cette mémoire immunitaire que les épidémiologistes et les virologues connaissent bien, ben, les Amérindiens ont été largement décimés. Mais ironie de l'histoire, on va en Nouvelle-France, on va dénommer cette maladie la peste indienne, alors qu'elle est transmise évidemment par les populations européennes. Donc la variole sévit tout au long du 17e, 18e et au 19e siècle. Et même si au début du 19e siècle, une formidable découverte empirique qui est faite par Edward Jenner, l'anglais Jenner, qui découvre un vaccin, le cowpox, la variole un vaccin qui est lié à la variole des vaches, qui en fait crée une immunité chez l'homme. C'est une variole bénigne pour l'homme et qui renforce le système immunitaire et qui permet de se protéger de cette terrible maladie. Il y a des campagnes de vaccination qui sont mises en place, mais qui sont un peu délaissées pour toutes sortes de raisons complexes que j'évite ici. Mais simplement souligner que parmi, si on veut, ces grandes maladies qui affectent le Québec, eh bien, se produit un événement lié à la variole qui est les fameuses épidémies de 1875 et 1885 au Québec, et qui, particulièrement celle de 85, qui débouche sur des émeutes. Or, quelques historiens ont souligné que, dans le fond, ces émeutes-là étaient sensiblement liées au fait que la population canadienne-française était contre la vaccination. C'est un peu exagéré, c'est pas tout à fait exact. De nombreux Canadiens français vont accepter de se faire vacciner. Mais en fait, c'est plutôt ces émeutes-là qui frappent la ville de Montréal, où on menace les maisons des vaccinateurs, etc. Même on doit faire appel à la milice, à l'armée pour mater les émeutiers. C'est lié au caractère autoritaire et arbitraire, puis je dirais même très rigide des mesures sanitaires promulguées par le Bureau de santé de la ville de Montréal. Or, on avait oublié une chose fondamentale en prévention, c'est que la prévention doit toujours s'accompagner de l'information. Il doit toujours y avoir une campagne d'information qui précède, si on veut, une mesure sanitaire, surtout à une période où cette mesure-là est totalement méconnue et incomprise. Écoutez, la vaccination, les gens ne connaissaient pas ce procédé prophylactique, ce procédé de prévention. Et on imagine la crainte aussi de se faire injecter un produit qu'on considère, que bien des gens considèrent comme un poison. On prend les attitudes de peur et les réactions de certains groupes d'individus. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement une population illettrée, une population de travailleurs, comme certains le sous-entendent, pas du tout. C'est aussi, il y a aussi dans le corps médical des médecins qui s'opposent à la vaccination. Je pense au docteur Joseph-Émile Coderre, qui est quand même professeur de médecine, qui fait partie de l'élite de la profession médicale et qui crée, lui, il est totalement contre la vaccination. Il crée même un petit journal qu'il appelle, une petite revue qu'il appelle l'Anti-vaccinateur canadien-français. Donc, il n'est pas le seul. Il y a d'autres médecins qui refusent de vacciner
qui refusent de vacciner les gens. Donc, une période de tension, mais qui débouche, grâce à cette période-là, grâce à cette épidémie qui touche surtout la ville de Montréal, mais qui touche aussi la province, eh bien, les pouvoirs publics décident enfin de créer un système central, si on veut, une organisation centrale, si on veut, de prévention des maladies, en mettant sur pied le Conseil d'hygiène de la province de Québec. La première phase, c'est dès après l'épidémie de variole en 1886, et ensuite, le Conseil d'hygiène va avoir son pouvoir renforcé au fil des décennies. Pour terminer, concernant la variole, je ne peux pas m'empêcher de mentionner un événement formidable dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire des maladies. Le fait que le vaccin contre la variole va être de plus en plus populaire, les populations vont s'y prêter de bon gré, va faire en sorte que plus tard, l'Organisation mondiale de la santé va prendre les choses en main et on va dans quelque sorte établir un objectif formidable, c'est l'éradication totale d'une maladie sur la planète. Eh bien, on va y arriver, en effet, grâce à des grandes campagnes de vaccination. Et le dernier cas de variole recensé, je crois, c'est en 1981. Il n'y a plus aucun cas de variole sur la planète. C'est une belle victoire, si on veut, de la médecine préventive et évidemment de la vaccination. Ce qui se passe aussi à la fin du 19e siècle, c'est un élément important. C'est-à-dire que c'est la transition, si on veut, d'une approche empirique des maladies vers une approche scientifique, notamment par des travaux de laboratoire. Je viens de me rendre compte, vous voyez, les conférences virtuelles, hein, j'ai complètement oublié de mentionner les diapositives. Mais bon, on va y revenir. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et les diapositives, on les utilisera. Tiens, je peux les mettre la diapositive numéro 5, s'il vous plaît. Qui montre, si on veut, les résistances à la vaccination. Et ensuite, pour y mettre la diapositive numéro 6, s'il vous plaît. Et cette diapositive est intéressante dans la mesure où elle montre l'action du Conseil d'hygiène de la province de Québec, qui pose les prémices, en quelque sorte, de la médecine préventive en territoire québécois. Et ce qui est amusant par rapport à ces affiches-là, c'est que les dessins de cette affiche-là sont fabriqués en France. C'est parrainé par le Conseil d'hygiène de la province de Québec, mais c'est financé par la Fondation Rockefeller aux États-Unis. Et on est dans une certaine forme d'internationalisation, si on veut, de la préventive. Le Conseil d'hygiène va quand même jouer un rôle important, et encore plus important lorsqu'il va être transformé en service provincial d'hygiène après la fameuse grippe espagnole en 1918. Mais très, très rapidement, parce que je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus, il faut savoir que, je parlais de méthode empirique par rapport à une méthode scientifique, c'est que tout au long du 19e siècle, la cause principale des épidémies est attribuée par les médecins et aussi par les élites. Généralement, c'est l'air, c'est les mauvais airs, l'air ambiant. C'est l'air ambiant par l'intermédiaire de miasmes, ce qu'on va appeler la théorie miasmatique. Vous savez, quand j'enseignais l'histoire de la médecine, les étudiants me disaient Monsieur Goulet, c'est quoi un miasme? Je dis j'en ai aucune idée, ça n'existe pas. C'était une approche totalement empirique, les miasmes n'ont jamais existé. Bon, il n'en reste pas moins que l'idée était intéressante sur le plan intuitif, sur le plan empirique, c'est-à-dire que l'idée que l'air véhicule une maladie, on le sait aujourd'hui, pas besoin de le démontrer, mais aussi, on peut aussi le démontrer par la malaria, qui est véhiculée par l'anophèle, ce petit moustique semblable à un maringouin, qui transmet la maladie, donc par l'air. Donc, d'où l'idée d'ailleurs que l'assèchement des marais, parce qu'on disait, dans les marais, il y a une eau trop puissante, il y a des effluves, des miasmes qui se créent, et finalement entrent dans le corps humain, et finalement créent la maladie, créent des maladies pathologiques ou des épidémies. L'intuition était juste, parce que c'est dans les marais, comme pour le maringouin, c'est dans les marais que c'est un lieu de reproduction, si on veut,
de l'NFL. Bref, cette idée, c'est très intéressant pour le Québec parce que cette idée cette thèse aériste qui domine le champ de l'explication des maladies est à ce point omniprésente qu'il y a un médecin québécois, Dr Godfrey, qui est un médecin de Québec, qui tend à montrer, ayant connu les travaux de John Snow en Angleterre, je pense que c'est détail, qui avait démontré que finalement le choléra et certaines maladies diarrhéiques qui affectaient les enfants, entre autres, étaient véhiculées par l'eau, particulièrement par l'eau. C'est le vecteur principal. Or, les médecins, prenant en compte de ces travaux-là, réinterprètent l'idée en disant non, 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 si les épidémies suivent les cours d'eau, que ce soit le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice ou autre, c'est tout simplement que les miasmes, en fait l'air mauvais, suit les cours d'eau par une différence de pression, etc. Donc, si on veut, on refuse en quelque sorte si on veut, le vecteur hydrique comme étant la cause principale des maladies. Et lorsqu'arrivent les principaux travaux de Pasteur, parce qu'il y a des liens très, très étroits entre le Québec et la France, encore, évidemment, et Pasteur aussi est très populaire, même auprès du clergé. C'est un facteur important, parce que Pasteur était un fervent catholique. Et ce qui va favoriser d'ailleurs le fait que les médecins québécois, j'ouvre une parenthèse, mais très importante dans l'histoire de la médecine au Québec, c'est que dans l'histoire de la médecine préventive, c'est que les Québécois vont être parmi les premiers au monde à suivre des cours à l'Institut Pasteur. Or, il faut savoir que l'Institut Pasteur de Paris donne les cours les plus pointus dans le monde concernant les micro-organismes, concernant les microbes, concernant les infections post-opératoires, les infections chirurgicales, concernant les différents types de bactéries. On comprend que chaque maladie a une cause spécifique. Plutôt que cette période empirique antérieure où il y a une cause commune pour un ensemble de maladies, le Pasteur va montrer que non, chaque maladie a une cause et on va découvrir, par exemple, le bacille du typhus, on va découvrir le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose, on va découvrir, etc. Bon, chaque maladie, la dysenterie, etc. Et qui fait en sorte que ça se fait en laboratoire, de façon, non pas de façon empirique, mais de façon scientifique, par l'observation, par l'expérimentation. Et de nombreux Québécois vont médecins québécois de jeunes, médecins québécois vont à l'Institut Pasteur, déjà vers 1895-1896, jusqu'en 1905, vont revenir au Québec et vont appliquer, et là j'ouvre une parenthèse très très rapide, mais je pense que c'est important de le souligner, vont appliquer les premières mesures d'asepsie chirurgicale telles qu'on les connaît aujourd'hui, les premières dans le monde. On a été les premiers mondiaux dans le monde à appliquer ces mesures-là. Ça, c'était ignoré. Et à ce point que j'ai fait une conférence dans un colloque international devant des Britanniques. Ils étaient offusqués, j'ai été attaqué de toutes parts en disant, mais non, c'est Joseph Lister qui est le grand maître de l'asepsie, ce qui est totalement faux. Enfin, j'en ferme la parenthèse. Et les médecins québécois ont été, de fait, je le ressouligne à nouveau, parmi les premiers. Je souligne ça parce que très rapidement, le Québec va prendre si on veut, le virage bactériologique. On va comprendre que la cause des maladies, c'est les microbes. Et là, le Conseil d'hygiène va rentrer en ligne de compte. On le voit avec cette diapo-là, donc des mesures préventives, se laver les mains, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va décider, autre époque, autre mœurs, on va décider de faire de la peur un outil de la prévention. Carrément. Même, on va employer le terme, parce que c'est avant la période du nazisme et du fascisme, on va employer le terme propagande sanitaire. On comprend qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le terme propagande est devenu particulièrement péjoratif. Bon, mais à l'époque, on ne se cachait pas qu'on faisait de la propagande sanitaire. Et donc, on disait, bon, les microbes sont partout, c'est des poignées de porte, etc. Et c'est là qu'on voit apparaître la mode du Lysol, la mode du plus que blanc, etc. Bon, il y a toute une campagne, si on veut, et un grand optimisme, comme c'est le cas en Europe, un grand optimisme, c'est-à-dire peu de conflits, et survient catastrophe dans l'histoire humaine. Je dirais, 3 catastrophes qui surviennent presque, je ne dirais pas simultanément, mais très proches dans le temps. Je vais vous surprendre, c'est le naufrage du Titanic, c'est-à-dire ce rêve de technologie, ce grand navire est indestructible. Ensuite, le déclenchement de la Première Guerre mondiale et enfin, l'apparition de cette terrible pandémie de grippe espagnole.
Alors, cette terrible pandémie de grippe espagnole est directement, je l'ai souligné, liée à la démobilisation des soldats. On l'appelle grippe espagnole, mais c'est une erreur historique. Moi, j'utilise le terme grippe espagnole, écoutez, parce que c'est une expression qui est bien connue dans le public, mais sur le plan, en étant rigoureux, sur le plan scientifique, il faut parler d'influenza. Il faut parler d'une influenza de type H1N1, très, très virulent, parce qu'elle n'a rien d'espagnol. En fait, les premiers cas sont apparus aux États-Unis. Pourquoi, je l'explique dans mon livre, pourquoi on a pris cet état de crise espagnole, parce que les Espagnols n'étant pas en guerre, hein, il y avait une liberté de la presse, ils ont été les premiers, si on veut, à rendre compte, on a mentionné qu'une épidémie de grippe étrange affectait la population espagnole, ce que les pouvoirs militaires interdisaient dans dans les autres pays européens ou les pays en état de guerre. Bon, je ferme cette petite parenthèse, mais quand même, cette grippe espagnole-là fait en sorte que c'est une désillusion terrible parce qu'on connaissait bien la bactériologie et des laboratoires de bactériologie dans les grandes villes du Québec, au Canada, partout. Ben, on connaît bien les bactéries, mais on ne connaît pas les virus. On savait que les virus, sans les avoir jamais observés, existaient. On connaissait la grippe. Il y avait eu des épidémies de grippe antérieurement, pas aussi virulentes que la grippe espagnole, mais on connaissait, on savait que la grippe était véhiculée par la salive, par l'air, hein, par la respiration, qu'il y avait un microbe. On pensait que c'était un microbe, puis finalement, on n'a jamais trouvé ce microbe. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas le voir. À l'époque, on n'avait pas de microscope électronique. Hein? C'était impossible. D'ailleurs, je souligne que la première fois qu'on a vu un virus au microscope électronique, hein, c'est dans les années 30, 40 et 50. En fait, il y a eu des variations, mais c'est beaucoup plus tard. Or, cette épidémie-là survient à un moment où on ne connaît pas la cause de la maladie. Donc, si on ne connaît pas la cause de la maladie, on ne peut pas avoir de test de dépistage et on a peu de moyens thérapeutiques puisque les maladies respiratoires étaient connues, évidemment, qui étaient liées notamment à la tuberculose, mais elles étaient connues, mais en termes thérapeutiques, on avait peu de traitements, si on veut, sauf certaines intubations plus ou moins efficaces pour traiter ce genre de maladie-là. Or, on estime entre 50 et 75 millions, certains avancent 100 millions de décès dus à la grippe espagnole. Il faut savoir que c'est une maladie extrêmement virulente, dont la violence était formidable, qui rappelle les pires périodes de peste et de choléra, sans exagération. Je voulais un petit extrait ici d'un médecin qui était témoin de la grippe espagnole. Il était un jeune médecin à l'époque, le docteur Albert Chalette, qui dit ceci: « J'étais en face d'une maladie terrible, jamais vue à Montréal de mémoire d'homme. Les malades devenaient bleus, vous voyez, un peu comme le choléra. Ils ne pouvaient plus respirer. Il m'arrivait de voir 50 cas par jour et parfois 4, 5 ou 6 malades dans la même famille, tous couchés. Je revenais le lendemain et 2, 3 d'entre eux étaient morts. » C'est vrai que les familles québécoises ont été durement touchées, pas seulement. Je souligne entre autres, pour donner un exemple de cette virulence, de la virulence et des drames qui l'accompagnent, pour les amateurs de peinture, le grand artiste peintre autrichien Egon Schiele s'était marié un peu auparavant, en 1916-17. En 1918, sa femme est enceinte. Elle décède de la grippe espagnole. 3 jours plus tard, Egon Schiele meurt à son tour. C'était assez foudroyant. C'est vrai que les taux de létalité sont assez élevés. Quand on parle de taux de létalité en épidémiologie, j'ai oublié de mentionner tantôt, parce qu'il y a différents concepts en épidémiologie. Une pandémie, c'est ce qui se répand à travers plusieurs pays ou à travers le monde. Une endémie, c'est une maladie qui est circonscrite dans un lieu particulier. Un taux de létalité, c'est la proportion de personnes qui meurent par rapport à ceux qui ont la maladie, non pas par rapport à la population totale. C'est le nombre de personnes atteintes et le nombre de personnes qui en décèdent. Le taux de létalité au Québec va tourner autour de 2,7 %, ce qui est très élevé en termes épidémiologiques, puisque une petite épidémie grippale normale, c'est 0,3 %. Et l'échelle est exponentielle, de 0,3 à 2,5. Et il faut dire aussi, autre caractéristique de la grippe espagnole, c'est que ça touche
et ça c'est très particulier, ça touche une population dans la fleur de l'âge, entre 18 et 35 ans. J'ai publié dans un chapitre en collaboration avec mon collègue épidémiologiste Jean-Pierre Touez et Francis Dubois. On a travaillé beaucoup sur la grippe espagnole au Québec, les taux de mortalité, d'incidence, etc. Et on s'est rendu compte que la ville de Montréal était particulièrement affectée par cette terrible pandémie. Le taux de létalité grimpait à 18%, ce qui est vraiment tout à fait énorme. Bon, le nombre de décès tourne autour de 13 500 à 15 000, entre 13 500 et 15 000 décès, ce qui est quand même assez élevé. Donc, comme je soulignais tantôt, cause inconnue, donc pas de test de dépistage, pas de vaccin possible et donc pas de traitement, mais on connaît les méthodes, les moyens préventifs. Donc, le Conseil d'hygiène de la Province de Québec intervient par l'intermédiaire aussi, c'est lui qui chapeaute, si on veut, des mesures préventives, mais il délègue des pouvoirs au bureau de santé municipaux, bureau de santé municipal de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec. Alors, les mesures adoptées sont assez semblables à celles d'aujourd'hui. Isolement des malades, interdiction de rassemblement de plus de 25 personnes, fermeture progressive des lieux publics, les cinémas, les théâtres, les salles de billard, les salles de quilles, les écoles sont fermées, et partiellement les églises, parce qu'il y a quand même une résistance du clergé. Là. Il faut quand même que les gens puissent, on veut, participer à certaines messes durant la semaine, particulièrement le dimanche, le matin. Fermeture de plusieurs commerces, mais à l'exception des épiceries et des boucheries, un peu comme aujourd'hui, désinfection des salles d'attente dans les gares, des tramways, les veillées funéraires sont interdites. On demande à la population, comme aujourd'hui, enfin comme c'était avant le confinement, enfin le couvre-feu, on demande à la population d'éviter les sorties inutiles, c'est semblant. Interdiction de cracher dans la rue, ce qui était une pratique beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui, finalement. On recommande de ne pas utiliser les téléphones publics, qui sont alors nombreux. Et aussi, on recommande le port du masque. Mais ça, c'est très controversé. Vous savez, beaucoup de mes collègues m'ont contredit, et moi, j'ai contredit beaucoup de mes collègues parce que j'ai eu beau chercher, il n'y a jamais eu de promulgation de masque obligatoire, premièrement, par le Conseil d'hygiène. Bon. Il y en a peut-être eu, c'est-à-dire, attention, il y a peut-être eu une telle promulgation, mais je n'en ai pas trouvé trace. Bon, première chose. Deuxième chose, j'ai la chance d'avoir certains procès-verbaux du bureau médical de l'hôpital Notre-Dame, qui est un hôpital extrêmement important à l'époque, et j'ai toutes les délibérations du bureau médical en 1918. En aucun moment, il est question du masque, sauf pour souligner, c'est-à-dire du masque obligatoire pour les employés ou les infirmières, etc., sauf pour dire, attention, il y a un médecin, un chirurgien qui dit, attention, les masques sont exclusivement réservés aux actes, c'est-à-dire aux chirurgiens pour les actes chirurgicaux. On n'a pas les moyens d'acquérir des nouveaux masques, etc. Donc, une petite discussion, mais manifestement, ça ne semble pas être une mesure essentielle. J'ai aussi vu, sans que ce soit très scientifique, mais j'ai vu quand même quelques photographies d'infirmières avec des patients atteints de l'influenza qui ne portaient pas de masque. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il y avait une catégorie d'intervenants qui portaient le masque, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, etc. On voit des photographies, mais souvent les photographies qu'on voit apparaître, ce sont souvent des photographies qui ont été prises aux États-Unis. Mais il est certain qu'il y a certaines catégories de personnes d'intervenants portaient le masque, mais de là à prétendre que c'est une pratique généralisée, je n'en suis absolument pas certain. Absolument. Dans le fond, se pose la question dans quelle mesure les consignes ont été respectées. C'est qu'on ne connaît pas, il y a une incertitude par rapport à ce virus-là. On ne connaît pas la nature exacte du mal. Les médecins n'établissent pas des mesures et des critères très précis de protection. Oui, ça nous rappelle un petit peu aujourd'hui, même si on est dans la science, dans la big science aujourd'hui,
Vous savez, les virus, comme un coronavirus, c'est quelque chose de nouveau qui affecte une population si grande, une pandémie. La science évolue tranquillement, mais on est dans l'incertitude. Imaginez en 1918. Donc, les recommandations des médecins, c'est généralement l'absence de contact physique. D'autres estiment à plusieurs mètres la distance nécessaire. D'autres disent non. On peut avoir des contacts rapprochés du moment qu'il n'y a pas d'éternuement ou de salive qui est excrétée. Bref, les mesures sont plutôt varient, si on veut, selon les intervenants. Une chose que je voulais souligner aussi, c'est eu égard aux directives du Conseil d'hygiène, on peut se poser la question, encore une fois, dans quelle mesure elles ont été suivies. Je vous lis un extrait de mon ouvrage parce que c'est assez révélateur. Par exemple, à Montréal, le bureau de santé décide de réduire les heures d'ouverture des grands magasins, à la demande du Conseil d'hygiène. Bon, mais cette décision, vous ne serez pas surpris, est vivement contestée. Les délégations de médecins qui craignent de perdre une partie de leur clientèle, se rendent à l'hôtel de ville, demandent l'annulation de cette directive, en vain, évidemment, parce que la situation est grave. Or, à l'époque, l'achalandage, c'était le soir, les gens travaillaient le jour. Donc, l'achalandage était beaucoup plus important le soir que le jour. Alors, les marchands décident d'exhorter leur clientèle à faire leurs courses le matin, puisque c'est permis, mais c'est fermé le soir. Donc, changement d'habitude. Le grand magasin Rayon Dupuis et Frères fait état dans ses réclames publicitaires de conditions hygiéniques irréprochables et en profite pour promouvoir la vente de désinfectants. C'est vrai qu'on va profiter évidemment, on va profiter de cette pandémie. Je vais vous demander de mettre la diapositive. Attendez un petit peu. Excusez-moi, j'ai mon portable à côté pour voir mes diapos. Ah oui, sur les publicités. Donc, la suivante, la grippe espagnole. Bon, voilà, la proclamation, la suivante, s'il vous plaît, la commission d'hygiène. Voilà, conseils pratiques pour diminuer. Vous voyez, des conseils qui sont publiés dans les quotidiens. La suivante. Ici, vous aurez, je ne m'y attarde pas, mais vous avez les taux tels qu'on l'a compilé, parce que notre article a été traduit en anglais, mais tel que nous l'avons compilé, moi, Jean-Pierre et Francis. La suivante, s'il vous plaît, vous aurez l'occasion de la regarder. Bon, voilà. Et, évidemment, différents intervenants vont profiter de cette pandémie-là pour faire de l'argent, pour augmenter leurs profits. Alors, le sirop Lambert, une réclame excessive qui serait totalement un manque d'éthique, parce que non seulement il ne prétend pas soulager les symptômes, il prétend prévenir la maladie. C'est tout le problème. Autre diapositive, s'il vous plaît. Voilà, sirop Gauvin pour le rhume. Encore une fois, bon, à la limite, si la réclame vise à soulager les personnes, mais quand on prétend les guérir, quand on prétend les protéger, ça pose un problème éthique, évidemment, dont on ne s'embarrassait pas trop à l'époque. Aujourd'hui, non plus, parfois. Le service du téléphone, l'autre diapositive aussi, on demande de ne pas utiliser le téléphone parce que les appels d'urgence sont importants, il ne faut pas encombrer les lignes. Vous voyez, il y a tout un modus vivendi, si on veut, à changer, à modifier dans la population. La suivante, s'il vous plaît. Et voilà, opportuniste. Alors, être mal chaussé, finalement, est une prédisposition à la grippe espagnole. La suivante. Voilà, un autre bel exemple assez macabre, c'est de faire une vente de noir pour les familles en deuil. Et donc, la réclame ne s'embarrasse pas de problèmes éthiques. La suivante, aussi, s'il vous plaît. Bon, voyons les clous urbaines. En fait, aussi le camphre était censé protéger, c'est-à-dire on se frottait le cou de camphre et ça permettait, selon certains charlatans, selon certains pharmaciens aussi, ça permettait de bloquer, si on veut,
ce microbe qu'on ne connaissait pas, ce microbe qui provoquait la grippe espagnole, évidemment, ceci était faux. Je mentionne aussi le journal Le Bien public à Trois-Rivières, puisque la conférence touche la région de Trois-Rivières. Le Bien public, 17 octobre 1918, stipule que les bureaux publics, les magasins, les restaurants ne sont obligatoirement fermés qu'entre 17h et 9h le lendemain matin. La plupart demeurent donc ouverts durant la journée. Et les mesures ne sont pas aussi strictes que... puis il y a peu de mention du nombre maximal de gens, etc. Ça, c'est un élément important. Bon, les effets de la grippe espagnole, je n'ai pas parlé beaucoup je vous disais que je me suis attardé aux attitudes et aux représentations. Mais écoutez, je ne peux pas vous livrer en 1 heure tout ce que contient mon bref ouvrage, donc je vous invite à vous le procurer. Vous aurez tous les détails. Il y a des chapitres qui portent précisément sur les attitudes et les représentations de la maladie. Mais c'est certain que, et ça, je vais y revenir en conclusion, mais c'est certain que quand on me demande, j'ai eu plusieurs entrevues, on me demande souvent, mais quelles sont les différences et les similitudes entre la grippe espagnole de 18 et aujourd'hui? Ben, il y a beaucoup de similitudes. Il y a plusieurs différences, évidemment, mais il y a beaucoup de similitudes. La théorie du complot, peur excessive, rejet des malades, etc. Négation de la maladie. Ou l'inverse, attitude paranoïaque, etc. Défiance vis-à-vis des règlements. C'est assez semblable. Mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire des mentalités, on ne change pas les mentalités en un siècle. On modifie les comportements, on modifie les façons de penser, mais il y a un fond, si on veut, humain, trop humain, comme disait Nietzsche, qui demeure présent, comme on le voit malheureusement ressurgir avec des pires excès aux États-Unis récemment. Mais à l'inverse, il faut quand même être honnête, durant ces épidémies-là, durant cette épidémie de grippe espagnole, on va apparaître, et je cite, je ne sais pas en tête toutes les qualités qui se sont révélées durant la grippe, les notions d'entraide, de solidarité, de collaboration, des attitudes, on pourrait dire quasi héroïques. Il y en a qui vont payer de leur vie. Des médecins de l'hôpital Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu meurent, des infirmières, des aides-soignants meurent de cette maladie-là, les groupes de bénévoles, les pompiers, etc., qui vont intervenir. Alors, les effets, chaque maladie, chaque grande épidémie a des effets sociaux. Il y a des ajustements de la société. Et ça entraîne une constatation d'un historien des maladies ou des épidémies malheureuses, c'est que les pouvoirs publics interviennent le plus souvent à la suite d'une crise majeure, et non pas antérieurement. D'où l'idée que nous, on défend, les épidémiologistes, les historiens des maladies et les environnementalistes, le respect du principe de précaution. Ça n'a pas été, dans l'histoire, ce n'est pas une donnée qui a été très, très respectée. Donc, qu'est-ce que ça a entraîné, la grippe espagnole? Des choses assez intéressantes. On transforme le Conseil d'hygiène en service provincial d'hygiène qui voit ses pouvoirs largement renforcés. Ça, c'est pour le Québec. Création de la loi d'assistance publique en 1921. Ça suit de peu, cette grippe espagnole. Il n'y a pas un lien nécessairement direct, mais quand même un lien. La création des unités sanitaires en 1926, ça c'est majeur, parce que ces unités sanitaires de comté qui sont présentes à tous les côtés, mais en fait, visent à protéger la population des maladies infectieuses et éventuellement des épidémies. Et ce sont surtout des infirmières qui vont venir dirigées par des médecins, mais ce sont surtout les infirmières sur le terrain qui vont accomplir un rôle formidable jusqu'aux réformes des années 60 à l'intérieur de ces unités sanitaires-là. On pose les bases vraiment modernes, si on veut, de la médecine préventive. Et ce modèle des unités sanitaires de comté est assez formidable, puisque bien des pays en voie de développement pourraient s'en inspirer, parce que les infirmières coûtent beaucoup moins cher que les médecins, que des équipes spécialisées. Alors, moi, je l'avais proposé, le ministre de la Santé en Haïti m'avait contacté avant que le régime est tombé pas longtemps après, mais j'avais proposé un projet sur l'implantation des unités sanitaires semblables à celles du Québec en Haïti pour améliorer, si on veut, la périnatalité, etc. Bon, je referme la parenthèse. Le temps passe vite. La création aussi, et ça c'est important à l'échelle internationale, suite à la grippe espagnole, la création du comité d'hygiène
de la Société des Nations qui va donner naissance à l'Organisation mondiale de la santé en 1948. C'est quand même important. Donc, collaboration internationale. Bon, d'autres épidémies moins importantes suivent et je les passe parce que le temps me manque. La poliomyélite qui affecte surtout les enfants. Bon, si vous avez accès à mon ouvrage, vous allez pouvoir lire cette partie-là. La grippe asiatique de 57, ça c'est formidable. 57-58, c'est peut-être la grippe, peut-être l'épidémie la plus sous-estimée, puisque à peu près personne ne s'en rappelle. Or, on estime à plus de 2 millions de personnes qui sont décédées de cette maladie-là. Aujourd'hui, les chiffres à l'échelle mondiale, c'est 2,1, on approche de 2,2 millions. Mais en 57-58 aussi, 2 millions de décès. Mais là aussi, fermeture des lieux publics, ça, là, on intervient et je vous passe les détails, mais le Québec est assez peu touché en termes de mortalité. Probablement parce qu'il y avait une immunisation, parce que c'était un virus de type H2N2, là, je passe les détails scientifiques, mais avec un variant, quelque sorte de H1N1, mais les personnes les plus âgées avaient quand même une certaine immunité qui faisait en sorte, puisqu'ils avaient eu déjà un virus grippal, donc ils pouvaient résister à la maladie. Je passe les détails, vous le verrez dans l'ouvrage. Il y a eu aussi la grippe de Hong Kong en 68, 68-70, qui fait plus d'1 million de morts à l'échelle planétaire, mais qui affecte assez durement l'Europe, la France, beaucoup moins le Québec, pour des raisons qui varient là, selon les interprétations. Aussi, je peux pas m'empêcher, on parle souvent des grandes épidémies, même quand on me posait des questions récemment dans les entrevues, on parle de grippe espagnole, on parle de H1N1, on parle de ça, mais le sida, ça n'existait pas. Pourtant, c'est quand même une formidable pandémie, une malheureuse et une tragique pandémie, parce que, écoutez, moi, j'avais toujours dans mes cours en sociologie de la santé, j'avais toujours un cours de 3 heures tous les ans sur la pandémie de sida. On voyait une progression fulgurante, c'est assez effarant. On est autour de 35 millions de morts, c'est pas rien, et de personnes mortes par infection opportuniste, puisque le sida détruit le système immunitaire, donc la plupart mouraient de tuberculose ou d'infection respiratoire. Le problème du sida, lorsque ça pénètre en Occident, ben on fait face à la discrimination, puisque ce sont les toxicomanes, ce sont les prostituées, ce sont les homosexuels qui sont les premières victimes du sida. Donc, il a fallu combattre les préjugés, il a fallu éviter les discriminations. Ce n'était pas évident. Les médecins refusaient de recevoir des sidéens dans leur cabinet. Des groupes de population s'opposaient à ce que des centres d'accueil des personnes atteintes du sida soient implantés dans leur quartier. Et pourtant, le sida, c'est une maladie qui est très, très peu contagieuse. Le sida, ça ne se transmet pas par la salive, par la respiration, etc., comme le coronavirus aujourd'hui. Évidemment, c'est par transmission sanguine ou par le sperme. Vous savez très bien. Mais dans le fond, cette pandémie-là va aussi marquer dans la mesure où on va comprendre qu'il faut à la fois combattre la maladie, mais aussi combattre les préjugés. Et ça, c'est extrêmement important. Vous vous rappelez aussi l'autre qui n'a pas été une grande pandémie, c'est la H1N1 en 2010-2011, mais qui a posé les bases, si on veut, d'une pratique massive de vaccination qui va servir aujourd'hui. On a conservé évidemment cette pratique, ce modèle, où vous vous rappelez tous d'avoir été vaccinés, et ça a quand même assez bien. Bon, il y a eu une surinterprétation du danger de cette maladie-là. L'OMS va faire un mea culpa en disant bon, on a un peu exagéré. Bon, j'arrive à la conclusion très, très, très rapidement. Bref, on pourrait dire que les questions et les réponses suscitées par les grandes épidémies ont permis quoi? L'évolution de l'hygiène publique et privée, l'intensification des recherches sur les maladies infectieuses, la fabrication de nombreux vaccins, la commercialisation, ce n'est pas anodin, des premiers antibiotiques qui vont sauver des milliers de personnes, l'apparition de la virologie, donc découverte et observation des virus, développement de l'immunologie, développement de la biologie moléculaire,
qui permet de fabriquer des vaccins aussi rapidement qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, meilleure connaissance des rétrovirus, le sida notamment, qui est un rétrovirus, et la pandémie actuelle, une meilleure connaissance d'un coronavirus, parce que c'est la première pandémie qui est causée par un coronavirus qui est mal connu. C'est pour ça que beaucoup s'impatientent du fait que les mesures sanitaires varient d'une période à une autre, puis que certains spécialistes se contredisent, etc. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal dans rien. Il n'y a rien de véritablement inquiétant, parce que les coronavirus sont des virus dont la mutation était rapide, on le sait. Il y a des variants de mutation en Grande-Bretagne, etc. Vous le savez déjà. Donc, je pense que c'est très important de comprendre qu'on apprend de chaque épidémie, que les sociétés s'ajustent, mais pas suffisamment. Je vous parlais de principe de précaution. Je pense que les autorités publiques là, ont une belle leçon. J'espère qu'ils vont en tirer justement les leçons de cette grande pandémie. On espère que, dans le fond, que ces épidémies qui affectent l'économie mondiale vont faire en sorte d'encourager le préventif par rapport au curatif. Vous savez, les modèles préventifs ont toujours été le parent pauvre de la médecine. C'est le modèle curatif écoutez, on peut dire que dans le budget de la santé, presque 85 et même plus % du budget va au curatif plutôt qu'au préventif. Évidemment, il faut soigner les pathologies. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que plutôt que d'affaiblir, je passe un message ici, plutôt que d'affaiblir les intervenants en santé publique, plutôt que d'affaiblir la médecine préventive, comme Couillard et Barrette ont fait, qui sont, soit dit en passant, 2 médecins surspécialisés, qui sont plus du côté du curatif, eh bien, on se retrouve dans des modèles préventifs qui ne sont pas toujours très efficaces. Moi, je fais partie du département de médecine de famille préventive de l'Université de Montréal. Les fonds ont été coupés en prévention, bon, etc. Je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on n'a toujours pas appris? Et j'espère qu'on va l'apprendre, qu'il faut mieux protéger les personnes âgées, que c'est pas au pouvoir, que ce sont les pouvoirs publics, c'est pas aux institutions privées de prendre soin des personnes âgées, qu'il faut appliquer le principe de précaution, prévoir l'émergence rapide de telles épidémies. Écoutez, je vais vous lire juste une brève citation, absolument formidable. On est tous un peu des devins, parce que j'aurais pu vous lire un extrait d'une de mes citations dans mon cours en épidémiologie. Je ne disais pas exactement la même chose, c'est assez semblable, mais Patrick Berge, qui est un grand virologue, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille, voici ce qu'il disait, je vous le souligne, voici ce qu'il disait en 2007. C'est formidable. Mais il faut savoir que des pandémies grippales avec une mortalité importante surviennent à peu près une fois par siècle. Avec l'accroissement actuel de la population, de la pauvreté, les contacts de plus en plus fréquents avec les vecteurs animaux, il est hautement probable que d'autres pandémies apparaîtront de grippe ou de coronavirus, par exemple. Elles seront peut-être moins mortelles grâce aux techniques de réanimation et aux antibiotiques, mais elles pourraient tout de même faire beaucoup de dégâts. C'est quand même formidable. Mais c'est vrai qu'on prêchait dans le désert. Les virologues avaient peu d'écoute à ce niveau-là. Et je conclurai en disant ceci, et je vous lis ma conclusion, si vous me permettez. Il est à espérer que les pouvoirs publics vont orienter leurs interventions préventives, non seulement sur des mesures de santé publique, quand on va sortir de cette pandémie-là, mais aussi, j'espère, de solides mesures de protection environnementale. En effet, il est difficile pour un historien des maladies de ne pas établir un parallèle avec l'attentisme des pouvoirs publics et économiques face aux grandes pandémies et celui qu'on constate aujourd'hui vis-à-vis des grands problèmes environnementaux, scandés notamment par le réchauffement de la planète. Merci de votre écoute. Bon, je vous remercie, M. Goulet. Si vous avez accès à votre fenêtre de discussion, je vous ai envoyé une question. Non, je n'ai pas dit la fenêtre. Attendez, là, je vais y aller. À la barre d'outils en bas, au centre, vous avez... Converser. Oui, bon, cliquez là-dessus. Vous allez voir une fenêtre blanche apparaître. Je la vois.
Alors, vous avez une question, là, le deuxième message, c'est une question qui s'adresse à vous. Vous pouvez l'aborder. Ah, oui, la voilà. Je le lis, là, certains disent que d'autres pandémies vont apparaître dans les années à venir parce que le système économique perturbe les habitats naturels. Que pensez-vous de cette affirmation? C'est en partie vrai. J'explique, je suis très heureux de cette question parce qu'il y a beaucoup de points que je n'ai pas abordés, là, évidemment, faute de temps, ce sont des questions assez complexes. Mais vous savez, les grandes pandémies, surtout particulièrement les pandémies de grippe, hein, c'est ce qu'on appelle en termes épidémiologiques, on emploie le terme de franchissement de la barrière d'espèces. C'est-à-dire que la plupart de ces virus-là proviennent des animaux. On sait très bien que les grandes épidémies de grippe, la plupart du temps viennent de Chine. Hein? Pourquoi? Parce que les Chinois sont des amateurs de viande porcine, sont des amateurs de canards, etc. Bon, il y a des élevages intensifs de canards, etc. Or, souvent, les virus grippaux proviennent du canard, proviennent du porc, mais aussi de d'autres animaux. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser les Chinois, c'est simplement une constatation objective. Et c'est vrai que le phénomène de la déforestation peut causer des majeurs, peut causer des désordres majeurs sur le plan épidémiologique. On le sait aujourd'hui. Un exemple, pour répondre à votre question, un bel exemple, ça n'a pas touché l'Occident, mais le fameux virus d'Ebola en Afrique, c'était terrible. C'est une fièvre hémorragique qui tue les gens extrêmement rapidement. Eh bien, ça vient du singe. Le sida, on sait très bien que le sida, hein, c'est un rétrovirus qui a franchi la barrière d'espèces du singe vers l'homme. Pourquoi? Parce que la déforestation fait en sorte que les populations de singes, comme on le voit d'ailleurs beaucoup en Inde, on le voit en Afrique et on va le voir aussi en Amazonie, au Brésil, ben, ces populations d'animaux sauvages ben, ne quittent pas nécessairement immédiatement leur habitat naturel, ont tendance à se rapprocher, si on veut, des populations humaines, vont fouiller dans les poubelles, etc., comme on le voit avec les ours polaires, etc. Bon, effectivement, les désordres environnementaux ont un impact éventuellement sur des désordres ou sur l'apparition, si on veut, de virus qui peuvent devenir extrêmement menaçants. Et ça, c'est bien documenté. Il y avait un chercheur que j'ai connu à Paris, Mirko Grimek, qui était lui-même un virologue, grand historien de la médecine, très réputé, et qui me disait, M. Boulet, moi j'ai l'impression que les désordres environnementaux, c'est un peu comme les désordres au niveau microbiologique, c'est-à-dire qu'il y a des relations entre les deux, et finalement, les virus, les microbes profitent, si on veut, de situations opportunistes pour se répandre dans le monde. Et c'est ce qu'on voit présentement, évidemment, avec cette immense pandémie qui affecte à peu près tous les pays du monde. Quelle sera la prochaine pandémie? Bon, ça. Moi, je dirais dans les décennies à venir, s'il n'y a pas de changement majeur dans les décennies à venir, probablement, je vois mal des transformations de l'industrie alimentaire dans plusieurs pays émergents ou en voie de développement ou très performants comme la Chine se modifier rapidement. Moi, je crains fort que le tourisme, les échanges commerciaux, les déplacements de population, etc., font en sorte que moi, je pense que il ne faut pas être trop pessimiste. Moi, je suis toujours une nature optimiste. Mais on peut présumer que d'autres pandémies, on dit souvent, vous savez, en sciences, moi j'ai fait une spécialisation en histoire des sciences, on voit bien que la science s'est accélérée au XXe siècle. Ben, il n'y a pas seulement la science qui s'est accélérée, je pense que la transmission de certaines maladies épidémiques, peut s'accélérer, c'est-à-dire en raison du contexte que l'on connaît aujourd'hui. Mais demeurons optimistes, je pense qu'on va, j'espère tout le moins, qu'on va mettre davantage d'efforts pour prévenir plutôt que de guérir et davantage d'efforts pour créer des vaccins éventuellement, pour favoriser
les recherches en virologie. Vous savez, c'est pas... aujourd'hui, là, on entend parler beaucoup de recherches des compagnies pharmaceutiques, etc. C'était pas leur priorité, hein, les vaccins. Comme les antibiotiques, ça a été vraiment dénoncé. On investit peu d'argent, on fait peu d'efforts, alors qu'il y a une antibiorésistance, parce qu'il y a une surconsommation d'antibiotiques, mais c'est une autre question. Mais il y a tout le problème, si on veut, des fonds qui sont accordés à certaines spécialités comme l'immunologie, la virologie, qui sont plus ou moins... Vous savez, la cancérologie et les grands, évidemment, à cause des besoins vieillissement de la population, les problèmes neurologiques, on le comprend. Et il y a quand même dans le domaine médical, dans le domaine de la recherche biomédicale, des secteurs beaucoup moins valorisés en termes de subventions. Bon, les mesures, on le sait, c'est des mesures rapides de confinement, des mesures rapides de dépistage, de contrôle des populations. Si on sait, par exemple, qu'une épidémie éclate dans un pays, une épidémie, par exemple, de type grippal, parce que c'est les pires, hein, pourquoi grippal? Parce que d'autres types d'épidémies sont peu contagieux. Alors que celle-ci, comme l'épidémie de sida, ben, c'est peu contagieux, le sida. Je l'ai souligné tantôt. Mais de type grippal, c'est de collaboration internationale, qu'il y a un système d'alerte qui est lancé. Et que toutes les personnes qui proviennent de ce pays-là soient aient des tests de dépistage, soient mises en quarantaine, etc. Autrement dit, contrôle très rapide du déplacement des populations. Je ne vois pas quelles mesures autres pourraient être prises, sinon que ensuite des efforts massifs. Si c'est un nouveau virus, mais on ne peut pas créer des vaccins spontanément. C'est assez complexe. C'est une question qui va être assez difficile à gérer par les autorités publiques, mais c'est certain que c'est par l'information, la collaboration internationale et par des restrictions. Parce que une chose que je n'ai pas soulignée, mais qui est très importante, on m'a souvent demandé en entrevue, M. Goulet, pourquoi est-ce que c'est le groupe de jeunes qui est le plus atteint du coronavirus aujourd'hui, etc. On voit bien dans les courbes, c'est évident. Les médias n'en parlent pas beaucoup, là, parce que, je ne sais pas, c'est mal vu et il ne faut pas parler contre les jeunes, donc, je sais pas. C'est ce qui me préoccupe beaucoup moins, mais c'est un fait. Bon, pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, je les comprends aussi, ils n'ont pas peur de ce virus. La peur est un des alliés de la prévention. Quand on a peur de quelque chose, on est plus prudent. C'est bien connu. Donc, ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que je pense que les gens des régions s'en rendent un peu moins compte. Moi, je vis dans la région de Montréal. Écoutez, il y a une américanisation de la société québécoise qui s'accélère, ça me semble assez évident. Et aux États-Unis, il faut savoir que la notion de liberté l'emporte comme valeur, l'emporte largement sur la notion de responsabilité sociale. Et les jeunes ont tendance à adopter ce modèle. La notion de liberté, j'ai bien le droit, j'ai bien le droit, j'ai bien le droit. Bon. Préséance sur la responsabilité sociale, eu égard aux personnes âgées, eu égard, etc. Donc, campagne de sensibilisation. Moi, je pense que, je n'ai pas les réponses toutes les réponses à votre question, mais je pense qu'il va y avoir des tables rondes qui vont se créer pour essayer de voir comment on peut mieux réagir à ce type de pandémie. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Oui, il y en a une dernière. Au niveau individuel, est-ce que vous la voyez? Ah oui, au niveau individuel. Ben, au niveau individuel, je l'ai un peu souligné, c'est que de faire de la responsabilité sociale une valeur première, donc, il ne s'agit pas seulement de se protéger, mais de protéger les autres, de respecter les mesures de distanciation sociale, de respecter le port du masque, parce que, vous savez, c'est pas...
c'est pas une punition divine. Je fais la métaphore, je reviens dans l'histoire. C'est pas une punition divine, la pandémie. Là. La transmission, on la connaît, on connaît son moyen de transmission. Si vous vous lavez les mains correctement, si vous respectez les mesures dans les commerces, dans les épiceries notamment, si vous portez un masque de façon adéquate pour protéger les autres, autant que pour vous protéger, et si vous lavez votre masque et vous suivez toutes les consignes, ne pas toucher le masque pendant, etc., bon, ça vous connaissez, eh bien, écoutez, la pandémie, là, c'est-à-dire le taux de contamination va diminuer de beaucoup. Alors, je pense que c'est le message que je passerais, c'est la responsabilité individuelle qui s'imbrique à la responsabilité collective et sociale. Voilà. Donc, on va y aller avec une dernière question, M. Goulet, que je viens de vous envoyer. Je vais la lire. Que penser de la consigne de tous les gouvernements à leurs citoyens de se précipiter dans leur aéroport pour revenir dans le pays les 3 jours suivants la catégorisation de pandémie par l'OMS le 10 mars 2020? Ce que j'en pense, ben, je pense la même chose que vous. C'était, je vais employer un euphémisme, hein, c'était fort imprudent. Et je pense qu'il aurait fallu adopter des mesures. Mais comme je le soulignais tantôt, on a certainement, les pouvoirs publics ont appris, les épidémiologistes le savent, mais les pouvoirs publics ont appris aussi les leçons de ce, comme par exemple permettre le retour des snowbirds. Il n'y a pas seulement ceux qui veulent revenir dans leur pays à ça, mais aussi le retour des snowbirds, la semaine de relâche, etc. Il y a eu un laxisme par rapport à une pandémie qu'on a sous-estimée. Et je pense que il s'est passé une situation où la méfiance ne s'est pas assez nourrie du passé. Ce que je veux dire par là, c'est que la fameuse pandémie de H1N1 où on a vacciné plein de monde, elle a disparu. Je pense qu'on a cru que non, c'est une pandémie qui vient de se déclarer, mais ça ne sera pas pire qu'en 2010 ou 2011. Donc, ce que ça vient dire, c'est peut-être que ça aurait pu être le cas, mais on n'a pas appliqué le principe de précaution. C'est qu'on ne peut pas savoir. Il n'y a pas un scientifique dans le monde qui peut prédire l'importance de l'incidence d'une maladie épidémique à ses débuts. C'est quasi impossible. Voilà. Donc, merci beaucoup, M. Goulet. On n'a pas d'autres questions. Je vais laisser maintenant l'écran à M. Lecomte. Ça ne sera pas long. Merci. Vous pouvez y aller, M. Lecomte. Merci beaucoup, Hélène. Alors, moi, je trouve que j'ai un privilège extraordinaire de pouvoir remercier notre conférencier. Alors, Monsieur le conférencier, Monsieur Goulet, ce que j'ai surtout apprécié, c'est votre approche globale de l'étude des pandémies. Vous vous êtes inspiré de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de la médecine aussi. Alors, ça, pour moi, là, ça nous donne une vision beaucoup plus large que uniquement les aspects techniques du coronavirus, etc., etc. Bon, aussi, vous avez mêlé les représentations, hein? Comment on interprétait chacune des pandémies par lesquelles la population est passée. Bon, je retiens aussi, vous avez insisté beaucoup sur le principe de précaution. Je retiens enfin ce que vous avez appelé là, la liberté individuelle versus la responsabilité sociale. Moi, je trouve que ça, c'est fondamental aussi. Donc,
au nom de la table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie, soyez grandement remerciés pour ce magnifique exposé. Et je trouve que la technique n'a pas été du tout un empêchement pour bien comprendre le message que vous nous avez livré. Alors, peut-être que vous pourriez, en tout cas, Hélène pourra peut-être le donner, là, le titre de votre dernier volume pour permettre aux gens possiblement de l'acheter ou de le consulter. Alors, merci beaucoup, M. Goulet. Merci, c'était un plaisir. Alors, je vous remercie tout le monde pour votre présence à la conférence. Sur l'invitation que je vous ai envoyée, vous allez trouver les informations concernant les livres de M. Goulet. Okay. Donc, mais je peux quand même dire, c'est Brève histoire des pandémies au Québec, le titre du dernier volume de M. Goulet. Alors, je vous remercie tous et toutes pour votre présence et vous allez recevoir probablement une invitation pour une prochaine conférence dans les semaines à venir. Alors, merci. Et je vais mettre fin maintenant à la communication. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, Hélène. Merci beaucoup. À la prochaine.